Depuis l'Antiquité, les villes ont toujours entretenu un lien étroit avec leur environnement agricole. Implantées près de terres fertiles, elles dépendaient directement des ressources locales pour se nourrir. Ce modèle d'interdépendance a perduré jusqu'à la Révolution industrielle, période au cours de laquelle de profondes transformations économiques et technologiques ont modifié cette relation, entraînant une séparation croissante entre lieux de production et lieux de consommation. Les premières villes, qui apparaissent autour de moins 4000, étaient liées à une agriculture locale suffisamment performante pour pouvoir justement nourrir la population non agricultrice. La proximité immédiate avec des zones de culture, de pâturage ou de verger permettait de limiter les contraintes de transport et de stockage des denrées, notamment pour les produits périssables. L'archéologue Lucia Mori a montré comment les activités agricoles s'organisaient spatialement autour des premières villes dans la vallée de l'Euphrate, en fonction des dotations naturelles du territoire, bien sûr, mais aussi en fonction de la distance à la ville. Les zones de verger, par exemple, étaient localisées au plus proche des villes, tandis que les cultures irriguées se développaient le long des cours d'eau. Au XIXe siècle, Johann Heinrich von Thunen a théorisé cette organisation spatiale dans un modèle qui porte son nom et qui est connu des géographes et des économistes. Il a démontré que les terres proches des villes étaient utilisées pour des cultures périssables à forte valeur ajoutée, comme la production maraîchère, tandis que les terres plus éloignées servaient à des cultures moins sensibles au transport, comme les céréales ou l'élevage extensif. Ce modèle de von Thunen illustre comment les villes influencent les choix de production agricole alentour, en s'appuyant sur les arbitrages économiques des agriculteurs. Chaque producteur est contraint par ses coûts de production et ses coûts de transport pour vendre sa production en ville. Ainsi, les terres proches des villes ont plutôt intérêt à être utilisées pour des cultures à forte valeur ajoutée ou coûteuses à transporter, comme les légumes ou les produits laitiers. Les parcelles plus éloignées sont quant à elles plutôt dévolues à des cultures consommatrices d'espace ou plus faciles à stocker et à transporter, telles que les céréales ou l'élevage. Alors à partir du XIXe siècle, la révolution industrielle et agricole modifie cette logique. L'augmentation de la productivité agricole, la mécanisation et les innovations technologiques permettent à une partie de la population rurale de migrer vers les villes. Parallèlement, les progrès techniques liés au transport et aux technologies de conservation alimentaire réduisent la sensibilité à la distance géographique. Les villes s'approvisionnent alors dans des zones plus éloignées, voire à l'étranger. Cette évolution favorise une logique économique et concurrentielle au détriment d'une logique spatiale. Les productions se concentrent non plus là où elles sont le plus accessibles, mais là où elles sont le plus efficaces, et donc les moins chères. Ce phénomène a entraîné une spécialisation géographique de l'offre alimentaire, en parallèle d'une concentration urbaine de la demande. Par exemple, le Royaume-Uni, précurseur dans la révolution industrielle, s'est progressivement spécialisé dans l'industrie tout au long du XIXe, tout en important massivement sa nourriture en provenance d'autres territoires. Ce phénomène illustre le principe économique des avantages comparatifs. Il s'est ainsi accompagné d'un allongement des distances parcourues par les aliments et en parallèle d'une augmentation de la consommation de produits transformés de par le développement des industries agroalimentaires. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, il y a toujours eu des échanges, parfois sur de très longues distances ou sur des produits spécifiques, on peut penser au vin ou aux épices bien sûr, mais disons que c'est plutôt une question d'ampleur. La révolution industrielle et les 30 glorieuses qui ont suivi ont généralisé ces logiques à l'ensemble des produits alimentaires dans des proportions inédites. Alors cette évolution en faveur de filières alimentaires longues n'est pas sans conséquence sur la durabilité de nos modes de production et de consommation. On peut identifier des impacts variés. D'un côté, la production et le transport à grande échelle peuvent induire une forme d'efficacité logistique, réduisant le coût relatif et l'impact environnemental. Mais de l'autre, le transport globalement accru nécessite davantage de ressources énergétiques.
Par ailleurs, les dynamiques concurrentielles de grande échelle incitent également à l'intensification des systèmes de production, avec des conséquences environnementales significatives, ainsi que des enjeux en matière de santé publique ou de développement territorial. Malgré cette dissociation progressive, des liens subsistent entre ville et agriculture locale. Les ceintures maraîchères décrites par von Thunen existent encore. Dans plusieurs aires urbaines françaises, par exemple, les communes proches du centre concentrent toujours de nombreuses exploitations maraîchères. Depuis quelques décennies, l'idée de reterritorialisation alimentaire prend de l'ampleur. Les collectivités s'engagent de plus en plus dans des démarches visant à reconnecter alimentation et territoire. Les politiques publiques, depuis la loi pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 et la première loi Egalim de 2018, encouragent ces initiatives. Elles visent à privilégier les circuits courts, à renforcer la durabilité des systèmes alimentaires et à faire évoluer les modes d'approvisionnement, notamment dans la restauration collective.